Bonjour tout le monde, bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Cette semaine, on va voyager dans le temps en compagnie d'illustres collaborateurs et collaboratrices. Tout d'abord... Rien de moins. Oui, rien de moins. On est toujours très illustres quand on passe à Histoire de passer le temps. Et d'abord, vous l'avez entendu vous-même, Joël Beauchamp-Monfette qui vient nous parler du boulevard Saint-Laurent, aussi connu sous le surnom affectueux de la Maine. Bonjour Joël. Salut Magali, ça va bien? Mais oui, ça va bien et toi? Très bien, merci. Bon, on est content de te rencontrer. En fait, on se rencontre pas tellement. C'est ça, c'est une première, c'est une rencontre au sommet plutôt. Et ben, sans plus tarder, on va se lancer parce que tu nous amènes nous promener sur une des artères les plus emblématiques, sinon la plus emblématique de Montréal. Oh, ben c'est sûr qu'on s'en ira pas trop loin, mais, mais on va rester dans nos bottines. Hein? Ben moi personnellement, pourquoi j'ai décidé de parler de la rue Saint-Laurent, je la trouve extrêmement intéressante. Et bon, je fais jamais ça, mais je vais commencer par une petite citation que j'ai trouvée fantastique. C'est l'écrivain Émile Olivier qui écrit « À la fois centre et périphérie, le boulevard Saint-Laurent est une faille, une erreur d'imagination, un défi lancé avec son atmosphère de bazar, d'échanges hétéroclites, de biens et de signes. » Je pense que aucune citation arrive à aussi bien définir ma chronique, mais je vais quand même essayer d'étirer cette citation-là pendant 10-15 minutes. Ben oui, on va plus en comprendre le sens une fois qu'on va avoir entendu ce que tu nous as à dire. Ben c'est sûr. Puis c'est vrai ce que tu dis, qu'aucune rue a eu autant d'impact sur le développement de Montréal que le boulevard Saint-Laurent. A été même représenté souvent dans l'imagerie populaire par des chansons comme La Reine des Cowboys fringants, à l'angle de la rue Sainte-Catherine et de la Maine, ou dans des films comme Un incident de Chinatown. Et dans ces événements culturels-là, le boulevard représente un peu toutes les cultures de la panacée Montréal. Il est central pour le quartier chinois, il est central pour l'ancien quartier juif, le Red Light, le Mile End, la Petite Italie. Tellement de quartiers pour lesquels le boulevard Saint-Laurent, c'est son âme même. C'est ça, l'épicentre de Montréal, mais aussi de plusieurs quartiers. Ben oui, exact. D'ailleurs, il traverse Montréal du nord au sud, et c'est justement la ligne qui divise. C'est quoi l'ouest et l'est de Montréal? D'ailleurs, si tu le sais pas, Magali, les rues sont nommées différemment après avoir traversé Saint-Laurent. Donc, on a Sainte-Catherine-Ouest, Sainte-Catherine-Est à partir de Saint-Laurent. OK, c'est le Est-Ouest, c'est vraiment ce qui divise. Exactement, et même les numéros de porte commencent à Saint-Laurent sur les rues Est-Ouest. Si vous êtes déjà demandé pourquoi mon numéro c'est ça, ben c'est le nombre de portes à partir de Saint-Laurent. Wow! Eh ben ça, par exemple, je savais pas. Puis c'est vraiment intéressant. Je vais le savoir maintenant. Oui. Mais ce qui est drôle, c'est que son histoire commence quand même assez modestement. En 1700, Montréal, c'est encore un petit village qui est entouré d'une palissade de bois de pieux de cèdre, qui est en gros le vieux Montréal d'aujourd'hui. La rue Saint-Lambert, ce qui va devenir Saint-Laurent, existe seulement entre les rues Saint-Jacques et Notre-Dame. Oh, okay. Et c'est vraiment pas la voie d'accès vers le nord, puisque ce rôle revient surtout à la rue Saint-Gabriel, qui est un petit peu plus à l'est. Mais lorsqu'on décide d'entourer la ville de fortifications en pierre, donc en 1717, il est décidé que Saint-Lambert aura droit à la seule porte de ville qui mène vers le nord. Donc, fini pour la rue Saint-Gabriel, tant pis. La raison, c'est que au nord de l'île, il y a une nouvelle paroisse qui a commencé à se développer après la Grande Paix de Montréal de 1701. C'est la paroisse Saint-Laurent, ce qu'on appelle aujourd'hui Ville-Saint-Laurent. Ah, et là, je pense que je commence à comprendre. Hein? Oui. Cette rue Saint-Lambert va peut-être changer de nom. Ouais, ben c'est sûr qu'entre un segment de quelques mètres et ce qui traverse toute l'île, le nom va devenir plus important. En fait, c'est que la paroisse Saint-Laurent devient rapidement la plus importante de toute l'île après celle de Notre-Dame, évidemment, dans le Vieux-Montréal. Et il va être établi un chemin de communication pour relier les deux pôles de l'île, Saint-Laurent et Montréal. Le chemin de communication est connu à ce moment-là sous le nom de chemin menant à Saint-Laurent. On dit les choses telles qu'elles sont. Oui. Mais rapidement, le faubourg qui l'entoure prend le nom de Faubourg Saint-Laurent. La porte par laquelle il faut passer, c'est la porte Saint-Laurent. Et dès 1798, le chemin est officialisé sous le nom de Grande Rue Saint-Laurent ou Main Street St. Lawrence. Ah, d'où le surnom de la Maine, hein? Exactement. Et c'est aussi dans cette période qu'on découpe pour la première fois Montréal. En fait, en 1792, on décide avec l'acte constitutionnel, la création d'une chambre d'assemblée, on divise Montréal entre ouest et est. Et qu'est-ce qui fait la limite? C'est la rue Saint-Laurent qui est la démarcation.
Donc, elle est partout, là, notre rue Saint-Laurent à cette époque. Ben oui. Et, en fait, dès que les fortifications sont démolies en 1801-1817, la ville s'ouvre. Et le faubourg Saint-Laurent, qui est à peu près entre Sherbrooke et Saint-Jacques, autour de la rue Saint-Laurent, devient de loin le secteur le plus populeux de la ville. Des populations qui sont généralement moins bien nanties, surtout des artisans, des journaliers, vont s'installer le long de la grande rue qui est encore à ce moment-là en terre battue. Oui, qui n'est pas nécessairement dans l'enceinte de la ville à proprement parler. Peut-être c'est moins cher s'établir là. Exactement. Donc, c'est un bon endroit où s'établir pour les artisans et on n'est pas obligé de construire en pierre, en briques, on peut construire en bois. Ça coûte généralement moins cher. La première grande phase d'industrialisation touche moins la rue Saint-Laurent. Parce que les manufactures ont besoin de la proximité de l'eau. Hein? Mais avec l'arrivée de l'électricité vers un peu avant la fin des années 1800, tout le centre de l'île va être dynamisé. Et donc la rue Saint-Laurent. Les manufactures vont commencer à s'installer tout près pour se rapprocher du grand bassin de main-d'œuvre parce que une grosse partie de la population est là. Voilà, donc on vient proche de notre bassin d'employés potentiels. Oui, et encore plus, on s'approche du bassin de consommateurs. Et de la main-d'œuvre, il va y en avoir. Hein? Il y a 2 villages qui sont fondés le long de la rue Saint-Laurent. Les villages de Saint-Jean-Baptiste, qu'on connaît aujourd'hui comme étant le plateau. Ah! Et aussi Saint-Louis-du-Myland, le Myland. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on considère que Montréal est formé par un T inversé. Là, en se fermant les yeux, on prend la forme d'un T majuscule, on y met la tête en bas, et c'est comme ça que Montréal se développe. La ligne du T, la ligne qui est la tête en bas, c'est la rue Notre-Dame. OK, oui. Et la longue ligne du T, c'est la rue Saint-Laurent. Et tout le développement se fait à partir de ce T-là. Surtout à partir de la fin des années 1800, quand la Montreal Park and Island Railway fait installer une ligne de tramway tout le long de la rue Saint-Laurent et aussi de la rue Saint-Denis. Bon, donc ça favorise encore plus le développement. Ben oui, justement, parce qu'au lieu de prendre toute la journée pour traverser l'île, du nord au sud, ben un tramway part maintenant toutes les 20 minutes de Sault-Récollet et de Bordeaux pour se rendre vers le cœur de la ville. C'est aussi à ce moment-là qu'on commence à appeler la rue la Main. Ça devient l'espèce de francisation de Main Street, qui est en lien justement avec cette vision un peu mythique de c'est quoi une Main Street à l'américaine, une espèce d'idéal, du beau commerce local, un peu à la Disney World. Et à l'inverse, la Main montréalaise a plutôt une figure chaotique, on pourrait dire. Parce que elle est à la frontière des grandes communautés anglophones et francophones. Les anglophones sont dans l'ouest, les francophones sont dans l'est. Et elle est donc perçue comme un espace de marginalité, un espace de criminalité et d'insécurité. Un flou entre les deux, un peu. Hein? Exactement, une espèce de ligne de faille. Et c'est dans cette ligne de faille-là que des populations s'installent, des populations qui vont expliquer un peu cette impression d'insécurité-là. Dans la fin des années 1800, Montréal connaît une grande vague d'immigration. Il y a des Chinois de la Colombie-Britannique qui fuient le racisme dans l'Ouest canadien, fuient les mauvaises conditions des chemins de fer de l'Ouest et viennent s'installer dans ce qui va devenir le quartier chinois autour de la Main, entre la rue Saint-Antoine et René-Lévesque. Qui est encore au même emplacement aujourd'hui. Exactement. En quelques années seulement, 1 millier de Chinois vont s'installer et vont ouvrir de petits commerces comme des buanderies, des blanchisseries, et d'où l'expression de quartier chinois qui apparaît d'ailleurs dans le journal La Presse dès 1902. Wow, OK, donc c'est une première vague. J'aurais pas pensé que ça aurait été les populations chinoises, mais très intéressant en tout cas. Oui, et à peu près à la même époque, juste un petit peu après, plus au nord, il y a une grande quantité de Juifs qui ont fui la Russie et la Pologne, qui vont s'installer généralement entre René-Lévesque et Sherbrooke, encore sur Saint-Laurent. Donc, on voit une installation des populations immigrantes le long de la Main par un ordre d'arrivée. Exactement. La communauté chinoise est dans le premier tronçon, ensuite les Juifs. On continue. Oui, c'est ça. Et la population juive en particulier va se développer très rapidement. En seulement 10 ans, la population va passer de 7600 juifs à Montréal à 30 000 en seulement 10 ans. Wow. Puis
Qu'est-ce qui incite les immigrants à venir s'installer autour du boulevard Saint-Laurent? Est-ce que c'est parce que les habitations sont moins chères ou... Ben, c'est une des deux lectures. Les habitations ont été les premières construites, comme j'ai dit, le T inversé. Donc, c'est le premier axe de développement vers le centre de l'île. Donc, c'est aussi les premières habitations à devenir désuètes et donc moins chères, alors que le reste qui était plus des champs et des cultures, tout ça, a pu se bâtir en belles maisons. L'autre lecture, c'est que justement, en étant loin du cœur de la communauté anglophone ou francophone, l'ouest et l'est, sur cette espèce de ligne de faille, c'est un bon endroit pour arriver et établir sa propre petite communauté, si on veut. Il va y avoir aussi d'autres communautés, un peu moins en grand nombre, qui viennent s'établir plus au nord, comme les communautés grecques et portugaises. Et même encore plus au nord, on connaît très bien la Petite Italie, près de Jean Talon, qui s'installe encore un petit peu plus tard, toujours en suivant un peu cette progression-là. C'est ça, ces phases d'immigration. Oui. La Maine, qui est justement en retrait de ces tendances plus conservatrices, plus ces gros blocs homogènes de population, ça va permettre un certain brassage d'idées un peu plus minoritaire. D'ailleurs, au début des années 1900, les premiers programmes féministes d'action sociale au Québec voient le jour sur ce qui vient officiellement de devenir le boulevard Saint-Laurent en 1905. Super. Et c'est aussi un lieu d'échange de culture et donc de divertissement sous toutes ses formes. Oh oui, on sent la trace peut-être du Red Light là-dedans. Oui, c'est ça. Mais ça commence un petit peu avant avec le Monument national qui ouvre ses portes en 1893. Et en 1896, le public peut déjà voir la première projection cinématographique publique au Canada sur le boulevard Saint-Laurent. C'est aussi un endroit où on présente des pièces de théâtre en français et en anglais, mais aussi en yiddish et possiblement dans d'autres langues. On commence d'ailleurs à parler du burlesque dans les cabarets dès 1905. La vie nocturne inquiète, comme tu as mentionné le Red Light. Oui, c'est ça. À partir des années 1920, la prohibition aux États-Unis incite les gens à venir au Canada, surtout à Montréal, parce que le reste du Canada est aussi sous la prohibition. Et ça donne une réputation de, on va dire, vie nocturne active. Le quartier Red Light, qui est près des habitations Jeanne-Mance d'aujourd'hui, possède plusieurs cabarets, comme le Faisan Doré qu'on connaît bien, mais aussi des débits de boissons, des clubs de jazz où se produisent des musiciens reconnus comme Oscar Peterson. Évidemment, les spectacles de nuit ne s'arrêtent pas là et les clubs de striptease, comme les bordels, sont une préoccupation constante pour les autorités militaires et civiles. Dans un quartier qui est aussi multiculturel, la culture ambiante est assez raciste dans l'entre-deux-guerres. Et c'est omniprésent. Les musiciens noirs, comme j'ai nommé, il y a des Canadiens français et des Antillais qui sont les musiciens dans les clubs, n'ont pas le droit de jouer sur la même scène. Wow. Des fois, n'ont pas le droit de boire au bar dans lequel ils ont joué. Bon. Il y a aussi les fenêtres des commerces juifs sur Saint-Laurent qui seront toutes brisées lors d'un rassemblement qui a commencé dans la Petite Italie à la fin des années 30. Donc, c'est comme un peu cette montée du fascisme, de l'antisémitisme en Europe qui se répercute peut-être sur la Maine. Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr qu'étant un endroit où toutes ces cultures-là sont situées, c'est comme une cible visible pour toute réaction xénophobe. À la suite de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une deuxième grande vague d'immigration qui vient encore plus diversifier le portrait ethnique du boulevard Saint-Laurent. Un des changements, c'est que auparavant, l'immigration était surtout une question d'hommes ou de femmes célibataires. Donc, on venait s'installer pour avoir une vie meilleure. À ce moment-là, à partir des années 50, 60, ça devient vraiment une population de familles. On a des familles polonaises, italiennes, roumaines, hongroises, juives, africaines, latino-américaines et autres qui viennent toutes s'établir en petites communautés sur le boulevard Saint-Laurent. Ces familles s'étendent en bonne partie dans ce coin-là et ça fait que le boulevard s'étire vers le nord. Toujours plus. Oui, rejoint dès 1960 les banlieues du nord de l'île et même de Laval et tout ça. Mais en même temps, le pôle industriel de Saint-Laurent commence à faiblir. Okay. L'industrie commence à se déplacer grâce à l'automobile vers l'est. C'est là qu'on remplit un peu les côtés vides du thé. C'est ça, là où il y a des terrains, j'imagine. Exactement. Donc, Montréalaise, Ville-Saint-Laurent, Laval, Mirabel et tout ça. Les autorités de Montréal, sous le maire Jean Drapeau, ont aussi un beau grand projet de rénovation pour Montréal. Oui. Il faut la rendre belle pour l'Expo 67. Et ça se fait souvent aux dépens des populations locales qui sont installées le long du boulevard Saint-Laurent.
Les travaux d'élargissement des rues et de revitalisation urbaine font réduire de près du tiers la taille du Chinatown, simplement en expropriation. Wow, OK. Oui, et le quartier Red Light dont tu parlais est pratiquement rasé au complet pour construire les logements sociaux des habitations Jeanne-Mance. Au lieu de cet endroit-là où il y avait des commerces de proximité, des dépanneurs, des épiceries et tout ça. Et là, on a une vision très organisée. Mm-hmm. À partir des années 90, le boulevard Saint-Laurent commence à se réaffirmer. Hein. Il y a eu une période sombre qui était partagée par Montréal dans les années 80, 70, tout ça. Mais à partir des années 90, ça commence à s'améliorer. Mm-hmm. Au sud, le boulevard devient plus important. Ça devient au moins un lieu important pour les jeux vidéo, comme la Cité du Multimédia près du Vieux-Port. L'ancien secteur du Red Light, qui va à peu près jusqu'à Sherbrooke, devient un haut lieu de la culture artistique. Hein. On peut penser à la Place des Arts, le Métropolis, Club Soda. Maintenant, la Place des Festivals, là, oui, c'est vrai. qui a pris de l'expansion. Hein? Oui, et tout ça, c'est dans le coin à peu près du Red Light, de l'ancien Red Light. Mm-hmm. Plus au nord, on peut penser le Myland, le plateau Mont-Royal, qui ont subi un gros processus d'embourgeoisement. Certainement. Mais ils sont aujourd'hui revitalisés. C'est un espace important pour les restaurants, les cafés, le tourisme. Le tourisme qui est d'ailleurs devenu très important pour le boulevard Saint-Laurent. Excellent. Les quartiers eux-mêmes vont se retourner sur eux-mêmes. Au lieu de penser à l'échelle du boulevard, on va avoir de plus en plus tendance à penser à l'échelle du quartier. Par exemple, si tu remontes la rue Saint-Laurent, quand tu rentres et tu sors de Chinatown, t'as les grandes arches rouges. C'est vrai, ouais, OK. Et t'as les mêmes aux extrémités de la petite Italie, t'as aussi des arches. Mais bon, on peut se demander que tout ça, c'est quoi la Main, hein? Parce que ce que je viens de présenter, ça a l'air d'un portrait un peu chaotique. C'est un peu, en tout cas, les communautés sont un peu partout. La Main, le boulevard Saint-Laurent, c'est un mythe. Ça, c'est clair. Parce que il y a pas une Main, il y a plusieurs Mains, il y a plusieurs communautés, il y a plusieurs éléments qui la composent. Mais je pense que c'est aussi à la définition même de Montréal. C'est à la fois le centre de Montréal, mais aussi l'espace de marginalité, c'est l'espace aux marges. Mm-hmm. C'est un espace d'expansion, mais c'est aussi un espace d'exclusion, un espace d'échange. Grâce à sa position, je pense que l'ébullition culturelle de la Main représente au final ce que Montréal a à offrir de meilleur. Bon Dieu merci, Joël, de nous avoir fait découvrir toutes ces richesses du boulevard Saint-Laurent. Puis je pense que ça mériterait quasiment un livre là-dessus parce que c'est absolument fascinant. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser quand tu parlais du Red Light qui a été réduit au bulldozer à ta chronique du 12 mars dernier sur le Paris haussmannien. C'est un peu le même élan à Paris. On détruit à grande échelle. Mais bon, nous devons conclure cette section, chers auditeurs et auditrices. On va aller faire une petite pause musicale et notre fidèle régisseur nous indiquera vers où on se dirige en musique. On va se diriger vers N.A.O. et son titre « Tout va bien ». Le soleil se lève sur la nuit qui tombe. Le ciel tombe. Je n'arrive plus à voir avant. Le soleil éblouissant. Et si tu tombes avec moi, si tu tombes avec moi, si tu tombes avec moi. Si tu tombes
les ondes de choc.ca et vous écoutez la dernière, pas la dernière, mais bien la seconde chronique d'Histoire de passer le temps où Marie-Pierre, tu vas nous faire voyager dans l'ère victorienne, une période qui d'ailleurs m'a beaucoup fascinée suite à de nombreuses lectures et visionnements de films, de séries, comme peut-être beaucoup de nos auditeurs. Donc d'abord, bonjour. Bonjour. Et voilà, tu nous amènes dans une quête de l'identité victorienne cette semaine. Exactement. Donc bonjour tout le monde, bonjour Magali, bien bonjour. Contente de faire l'émission avec toi cette semaine. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'ère victorienne, d'identité victorienne, bref, de la Grande-Bretagne et plus précisément de l'Angleterre au 19e siècle. Donc je commence avec une question. Qu'est-ce que l'ère victorienne? C'est ce qu'on aimerait savoir. Ben, en fait, c'est une expression qui vient faire évidemment référence à la reine Victoria, née en 1819, ou plutôt à son long règne qui incarne la puissance, puisqu'elle a régné de 1837 à 1901. Il s'agissait du plus long règne d'un souverain britannique, soit 63 ans, jusqu'en septembre 2017, où la reine Élisabeth II a battu le record de longévité. Ah, on la croit immortelle quasiment. Hein? Ouais, ben avec le décès de Prince Philippe aujourd'hui, par exemple, à 99 ans, on dirait que la fin approche. Oui. Donc, il ne s'agit pas seulement du nom de la reine Victoria ou de son long règne qui a participé à la construction d'une identité distincte pour les Britanniques. Donc, penchons-nous d'abord sur l'apparition des termes victorien, victorianisme et époque victorienne afin d'en explorer la société. Donc, l'adjectif victorien apparaît assez tôt dans le règne de Victoria, soit dès 1839, mais se diffuse surtout à partir de 1851 dans la presse, où le mot désigne déjà une période. On parle donc d'époque victorienne dans le sens positif ou triomphaliste qui vient illustrer dans le fond la gloire et la puissance de la Grande-Bretagne. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1851, c'est aussi l'année de la Grande Exposition universelle de Londres. Donc, le terme fait directement référence à cette grandeur, prospérité, réussite ou bien victoire, victorien, victoire, voilà. de la nation britannique sur le monde. Cependant, au début du 20e siècle, quand le règne de Victoria s'achève, eh bien, le terme continue d'être utilisé, mais perd de sa valeur glorieuse avec l'affaiblissement de l'empire colonial et l'affaiblissement de la posture de première nation industrielle. Donc, ça avait pas nécessairement tant un lien avec son règne à elle, à Victoria, hein, parce que je crois qu'elle vivait un petit peu recluse aussi après la mort de son mari. En effet, elle a complètement disparu de la sphère publique pendant un certain temps après le décès d'Albert, mais reste que son nom a été récupéré pour caractériser cette période distincte dans l'histoire britannique. Donc, si au départ, ça représentait l'âge d'or britannique, ben à la fin du siècle, c'est un petit peu plus péjoratif comme utilisation. On critique les valeurs victoriennes comme étant pudiques, hypocrites ou conformistes. Donc, c'est mal vu. Aujourd'hui, eh bien, on utilise le terme pour désigner une période historique relativement précise, qui ne se veut pas trop négative, pas trop positive non plus. Ouais, c'est comme juste un terme, on dirait qu'on utilise sans, en effet, sans vraiment avoir de connotation. C'est une étiquette qu'on emploie souvent pour parler de cet apogée de la domination de la Grande-Bretagne lors de la seconde moitié du 19e siècle. Donc, la temporalité de cette période n'est pas vraiment fixe. Certains vont dire que ça commence en 1832, donc avant même Victoria, avec le grand tournant politico-social de la première réforme électorale qui agrandit le suffrage masculin. D'autres ont une vision un peu plus technocratique, en débutant cette période de puissance en 1830, lors de l'établissement de la première ligne de chemin de fer entre Manchester, grande ville industrielle, et Liverpool, ville portuaire. Donc, c'est la même chose pour la date de fin, c'est pas très clair, ça varie entre 1880, parce que la concurrence étrangère vient bouleverser, puis aussi 1914, avec la Première Guerre mondiale, qui fait une rupture dans l'ordre social. Donc, comme on le constate, il n'y a pas vraiment de consensus à part que la période victorienne, ben ça se limite pas au règne de Victoria. Et que ça semble caractérisé finalement par peut-être, qui sait, une identité. C'est exactement là que je m'enlignais. En effet, donc à travers cette plus ou moins longue périodisation, ben, la nation britannique va se construire et mettre en place des éléments caractéristiques comme l'industrialisation et le gouvernement parlementaire afin d'asseoir son hégémonie qui est multiple. Donc, sur le plan économique, entre autres, on appelle l'Angleterre l'atelier du monde puisque la production industrielle est incomparable tout au long du 19e siècle et que la majorité des produits circulent sur des bateaux britanniques.
D'ailleurs, à propos de bateaux, ben l'Angleterre était aussi appelée le banquier du monde, puisqu'elle assurait, là, en termes d'assurance, 90% des bateaux qui circulaient sur le globe à ce moment-là. C'est absolument incroyable. Oh, c'est beaucoup. C'est pour ça que, dans le fond, que la nation se trouve au cœur même de la première mondialisation contemporaine. Donc, si on poursuit sur cette identité multiple, sur le plan colonial, on caractérise l'Empire comme étant celui sur lequel le soleil ne se couche jamais, tellement il est grand. Sur le plan diplomatique, ben on fait la promotion de la Pax Britannica, donc la paix britannique ou à la britannique, qui stipule que la paix doit primer en tout temps pour protéger le commerce. Ouais, dans un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, on peut pas se faire ralentir par des guerres. Exactement, ça donne une petite idée de l'influence de la nation à cette époque. Finalement, sur les plans politiques, culturels et social, on cherche à exporter ce qu'on pouvait considérer comme étant un modèle victorien dans l'empire, mais surtout dans l'empire blanc. Ouais, parce que les théories de darwinisme social disqualifiaient par exemple les Indiens à la démocratie. Ouais, donc des petites considérations aussi racistes qui sont véhiculées. Exact. Donc, l'apogée de la nation britannique se situe entre 1850 et 1875. Donc, en histoire, les historiens utilisent l'expression ère victorienne, car elle est pratique, simplificatrice, souligne cette domination mondiale, mais aussi elle a tendance à être homogénéisante et camoufle les oppositions entre les deux Angleterres ou les deux Grande-Bretagne. Okay. Donc, d'abord, il y a la société rurale versus la société urbaine. Évidemment. Et dans la société urbaine, eh bien, il y a les ouvriers d'un côté et les riches de l'autre. Donc, c'est une société qui se veut diviser. C'est vrai que quand on pense à Victorien, on pense à une sorte d'âge d'or sans nécessairement penser peut-être à ces populations qui en ont souffert. On a juste à penser à Karl Marx et Engels qui écrivent le manifeste communiste en 1848. C'est en plein dans la période. Donc, c'est vraiment une période très contradictoire au sein même de la nation. Donc, parlons-en justement de cette société victorienne, que d'ailleurs je devrais mettre au pluriel, tellement que c'est divisé sur le plan géographique et socio-économique. Donc, le 19e siècle connaît une forte croissance démographique soutenue, qui est un phénomène qui fascine par son ampleur, mais qui inquiète aussi parce qu'on craint une surpopulation et un manque de ressources dans les villes. Donc, les zones urbaines et industrielles au 19e siècle sont littéralement le réceptacle de la Grande-Bretagne, car les périphéries rurales sont peu dynamiques, donc sur le plan économique, évidemment. Donc, l'exode rural est tel car les gens ont l'espoir d'une meilleure vie, de meilleurs salaires. Mais bien souvent, il y a un choc culturel parce que ces ruraux se retrouvent pris dans une urbanisation qui est beaucoup trop rapide et désorganisée, menant à la création de taudis et de quartiers malfamés. Donc, bien malgré eux, finalement. Ah oui, définitivement. Puis, cette rapide urbanisation, c'est ça qui va consacrer l'Angleterre comme la première société moderne véritablement urbaine en Occident, ce qui est le symbole même de l'ère victorienne. Donc, en 1850, plus de la moitié de la population britannique vit dans la ville de Londres et qui vit en ville, et Londres devient le symbole de la puissance britannique, car toutes les activités s'y retrouvent. Et en plus, c'est la plus grande ville au monde, donc 2 fois plus peuplée que Paris et 4 fois plus que New York. C'est absolument incroyable parce que je pense, par exemple, ici au Québec, là, combien de temps ça va prendre avant que les gens, que la moitié de la population vive en ville? Beaucoup de temps par rapport. Plus long, oui, en effet, malgré les vagues d'immigration. Exactement. Puis, en fait, tous ces gens qui s'exodent, mais qui arrivent dans la ville, ça crée une forte ségrégation socio-spatiale, verticale d'abord, parce que dans les mêmes édifices, les différents étages représentent des paliers, littéralement, dans la pyramide de conditions sociales des occupants. Donc, moins t'as de marche à monter, plus t'es riche, puis plus tu vis dans le grenier, t'es pauvre. Puis il y a aussi la ségrégation qui se veut horizontale. Donc, avec l'étalement urbain, les quartiers viennent à se diviser et donc les ouvriers vivent souvent près des usines très polluantes, tandis que les riches s'éloignent dans la banlieue pour respirer de l'air frais. Donc, par rapport à la composition sociale, il y a 3 grands groupes ou 3 grandes classes qui se regroupent de manière générale pour la population britannique au 19e siècle. D'abord, on a l'aristocratie ou l'establishment, qui détient un rôle économique important et qui représente la vieille Angleterre rurale, puisqu'il s'agit d'une aristocratie foncière, donc qui possède des terres. Donc, malgré la montée en puissance des bourgeois qui font leur argent dans le monde de l'industrie, eh bien, les aristocrates demeurent au sommet de la pyramide sociale jusqu'en 1870, tout de même. Oh, wow, OK. Donc, par leur patrimoine, statut social et aussi pouvoir politique important à la Chambre des Lords, par exemple, eh bien, ils maintiennent ce prestige, bien qu'ils représentent moins de 10% de la population. Ensuite, on a les classes moyennes qui sont en fait un groupe
variée qui va se développer au 19e siècle et qui englobe des personnes et familles qui occupent des professions honorables, donc avec un assez bon salaire. Mm-hmm. Encore une fois, de façon très globale, on pourrait décomposer ça en 3 sous-catégories. Il y a les classes moyennes supérieures qui sont liées au commerce et à l'industrie, qui leur a permis de monter dans l'échelle sociale. Donc, ce sont surtout eux, ces bourgeois industriels, manufacturiers, qui ont fait de l'argent avec la révolution industrielle. Mm-hmm. Ensuite, on a les professions libérales, bon, sans surprise, médecins, notaires, avocats. Comme d'habitude. C'est ça, la norme. Puis, il y a les membres de l'armée et les officiers au service de l'État, comme dans la police. Donc, tous ces gens constituent environ 20% de la population vers 1850 et établissent un certain modèle victorien en tant que citadins, propriétaires, travaillant dans le secteur tertiaire et ayant le luxe de ne pas faire travailler leurs femmes parce qu'ils n'ont pas besoin d'un salaire d'appoint. Donc, on va vraiment créer ce mode de vie bourgeois. Finalement, on a les classes populaires qui constituent le reste, là, le 70% de la population. Ce sont essentiellement des ouvriers industriels et agricoles qui sont salariés, mais qui vivent dans des conditions terribles, puisque le contraste riche-pauvre, ben, c'est l'un des fondements du système industriel. Mm-hmm. Donc, leur quotidien, ben, sans vraiment être surpris, c'est l'insalubrité, la pollution, la surpopulation, la maladie, les blessures et la violence. Un portrait très rose. Ah oui. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, à cette époque-là, qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre la parole pour ces pauvres et essayer d'attirer l'attention du gouvernement à travers certains manifestes pour qu'on change cette situation-là. Ouais, le manifeste du Parti communiste, comme tu le soulignais tout à l'heure, ben ça s'inscrit là-dedans. Ah oui. On voit d'où ça provient. Oh, il y a une raison pourquoi c'est à ce moment-là que c'est arrivé, c'est ce genre de manifeste-là. Donc, les quartiers, ils étaient délaissés, puis c'était vraiment des taudis qui s'alignaient les uns sur les autres avec des murs communs pour essayer de soutenir les constructions précaires. C'est pour ça que dans ces quartiers-là, c'est autant compacté. C'est parce que ça a besoin de se tenir entre eux autres en s'appuyant sur quelque chose d'autre. Ça montre la précarité. C'est tellement rassurant. Puis on parle justement de manifestes qui veulent attirer l'attention pour changer cette situation. Mais la majorité du temps, la mentalité de l'époque était de rejeter la responsabilité des mauvaises conditions sur les pauvres en disant qu'ils sont paresseux. Ils pourraient s'en sortir s'ils voulaient. Donc, le mythe du self-made man, l'homme qui s'est créé lui-même un empire, ben, alimente la stigmatisation des plus pauvres, dont la qualité de vie ne fait que se dégrader. C'est absolument pas un mythe qui a disparu aujourd'hui. Ouais. On n'entend plus ça. On en fait. Malheureusement. Surtout aux États-Unis, du moins, c'est ce que ça me fait comme image, là, mais oui. Oui. Donc, quand on parle de victorien et de style de vie à la victorienne, ben, vous comprendrez qu'on parle des aristocrates et des classes moyennes, pas des classes populeuses. En fait, les classes qu'on dit laborieuses sont considérées comme étant dangereuses, sont isolées, camouflées, parce qu'on va construire des bâtiments plus grands qui vont emmurer les quartiers délabrés, parce que ben, c'est laid, on veut pas les voir. Wow. Oh, oui, et ils sont complètement oubliés. Donc, la promotion de la nation britannique et de son identité, ben, c'est celle des classes moyennes émergentes. C'est d'ailleurs ces populations, leur éducation, le rôle des femmes et des philanthropes qui vont participer à la diffusion des valeurs et d'un modèle de vie via des organismes de purification morale, des regroupements religieux, des campagnes contre l'alcool, le jeu, les sports violents. Donc, des beaux petits modèles. Et d'ailleurs... On voit qu'on veut une espèce de polisser la société un peu. Définitivement. Hein? C'est exactement ce terme-là. En fait, on essaye de purifier et de polisser la société. Puis d'ailleurs, on se sert de la famille royale de Victoria comme exemple parce qu'elle est virtueuse, une famille nombreuse, qui est morale, respectée, bref, l'idéal victorien. Donc, un petit mot beaucoup trop rapide, malheureusement, sur les valeurs victoriennes qui forgent l'identité. D'abord, il y a la respectabilité. Il faut absolument être considéré en bien par les autres. Ouais, en mal, ça va moins bien. Hein? Parce que le regard des autres permet cette ascension sociale. Et inversement, ben, la respectabilité s'acquiert par l'ascension sociale en démontrant son sérieux, son esprit d'entreprise, son investissement dans le travail. Donc, vous se jetez corps et âme là-dedans. Puis, ben, l'enrichissement est ultra valorisé. Évidemment. Parce que, ben, en fait, c'est un dépassement de soi qui est possible par une discipline sévère, la modération des plaisirs et l'austérité des bonnes manières. Ah, voilà. C'est tellement simple. Dit de même, oui, mais le plaisir, c'est le fun de temps en temps, là. Ouais, me semble. Donc, à ça s'ajoute la valeur du foyer victorien. Donc, la famille sert de rempart contre les vices et les dangers extérieurs. C'est comme un petit sanctuaire contre l'immoralité. Et dans la maison, ben, la vie s'organise alentour de l'autorité du père qui se sacrifie puisqu'il va travailler à l'extérieur, donc près des dangers,
Alors, il possède légalement sa femme et ses enfants comme compensation, si on veut. Oui, possède, je souligne. Oh, oui, c'est des biens, là. La femme et l'enfant appartiennent. Wow. Donc, les rôles sexuels dans la famille sont très sexués. Ben, en fait, les rôles sont sexués dans la famille. Et enfin, on a la religion, puisque les valeurs judéo-chrétiennes sont le fondement de l'identité et de la morale structurée à la victorienne. En effet, ben, malgré le mouvement de sécularisation, c'est-à-dire qu'il y a une baisse dans la pratique, mais pas dans la croyance, ça c'est important à mentionner, eh bien, ben, tout au long du 19e siècle, le christianisme sert de ciment moral pour distinguer les bons Britanniques des libertés sans morale. Donc, dans les quartiers aisés, il y a plusieurs activités paroissiales, souvent organisées par des femmes, qui vont faire la promotion d'un mode de vie sain, loin des vices, loin de la violence. Donc, c'est à ce moment-là qu'on constate qu'il y a vraiment une division interne dans la nation britannique. D'un côté, t'as les pauvres qui essaient de s'en sortir dans les quartiers délabrés avec un salaire de crève-faim. Et de l'autre côté, ben, t'as ces gens qui ont le luxe de pouvoir se permettre de faire des petites activités et d'aller promouvoir un certain modèle à la victorienne que eux embrassent pleinement. Mm-hmm. Donc, ainsi, ben, être victorien, c'est être bourgeois, dans un sens. C'est s'identifier à la nation britannique, au modèle familial, aux valeurs qui sont promues, aux différents groupes activistes pour la purification des mœurs, mais c'est aussi participer activement au modèle capitaliste industriel, mais pas en tant qu'ouvrier, en tant que propriétaire ou d'industriel. Donc, comme il y a beaucoup trop de choses à dire, encore une fois, sur la société victorienne, je souhaite revenir dans un prochain épisode pour parler des cultures victoriennes, pour aborder, entre autres, le système éducatif qui a considérablement aidé à alimenter le patriotisme et ce sentiment d'identité à la nation chez différentes générations de Britanniques, puis aussi parler de la culture matérielle, les divertissements et les loisirs. Ben, ça va nous faire plaisir de te recevoir pour parler d'un sujet aussi fascinant parce que véritablement, il y a l'air d'avoir tellement de facettes à cette identité victorienne. Ah oui. Donc, je te remercie d'avoir été là et de nous l'avoir partagé et on va attendre tes prochaines chroniques avec enthousiasme. Mais pour l'instant, nous, on va aller faire une petite pause musicale, la deuxième. On va aller s'aérer le cerveau au son de quoi, cher régisseur anonyme? On va donc écouter Django Django qui nous joue son titre Glowing in the Dark. Can't see in front of me, drawing my memory up. My senses taking lead, I need the space to breathe up. It starts to emanate, the space between illuminates. Give me a remedy and a guide, and now we see the speed of light is leaving us behind. Now we're glowing in the dark, 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 dark. Now we're glowing in the dark, 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 dark. Now we're glowing in the dark, 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 dark. Now we're glowing in the dark, 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 dark. I lay awake at night, it's gonna melt my mind up. Your eyes will radiate, they're gonna lead the way up. It starts to emanate, the space between illuminates. Give me a remedy and a guide, and now we see the speed of light is leaving us behind. Now we're glowing in the dark, 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 dark. Now we're glowing in the. Now we're glowing in the dark, 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 dark. Now we're glowing in the. Now we're glowing in the dark, the dark, the dark, the dark, the dark, 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 dark. Now we're glowing in the dark, the dark, the dark, the dark, the dark, 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 dark. Now we're glowing in the dark, the dark, the dark, the dark, the dark, 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 dark. Now we're glowing in the dark, the dark, the dark, the dark, the dark, 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 dark. Now we're glowing in the dark, the dark, the dark, the dark, the dark, 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 dark. Now we're glowing in the dark, the dark, the dark, the dark, the dark, 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 dark. Now we're glowing in the dark, the dark, the dark, the dark, the dark, 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 dark. Now we're glowing
De retour à Histoire de passer le temps pour une chronique qui nous amène cette fois dans une période malheureusement trop peu connue de l'histoire. J'ai nommé bien sûr le Moyen-Âge, une période qui a vu de nombreux contacts entre les mondes orientaux et occidentaux. Et sur ce, on reçoit Elliot Boulat, notre fidèle collaborateur et peut-être, qui sait, le régisseur anonyme, qui vient nous parler d'un homme, un moine ouïghour, qui est venu faire une bonne impression dans les cours occidentales. Hein? Ouais, c'est ça. Alors déjà, je ne connais pas ce chroniqueur anonyme, mais il m'a l'air de faire un très bon travail. Donc, je pense que je vais le remercier. On le salue. On le salue exactement. Donc du coup, oui, je me suis dit, petite chronique d'histoire médiévale. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé à ce micro des relations entre Orient et Occident, notamment du point de vue des Occidentaux, mais les Occidentaux ne sont pas les seuls à se balader partout, les Orientaux se baladent tout autant. Et en fouillant un peu, j'ai vu un personnage qui a attiré mon œil et je me suis dit que j'allais le partager avec vous. Bon, j'ai pas été le seul à l'avoir remarqué, il y a eu un roman qui retrace un peu ses aventures sorti en 2020, mais il n'y a pas grand-chose qui a été fait dessus. Je vais donc parler de Rabban bar Shoma. Alors, déjà, Rabban bar Shoma, c'est un nom un peu bizarre, vous allez me dire, c'est un nom qu'en fait, il ne veut pas dire grand-chose, c'est un nom qui est extrêmement générique. Tout simplement parce que Rabban, c'est un titre honorifique donné aux moines en syriaque, et bar, ça veut dire fils d'eux, et Shoma, le jeune. Donc c'est ça pourrait être n'importe fils qui. du jeune. Voilà, c'est un nom assez courant. On en déduit que ce n'est pas son vrai nom. Alors c'est son vrai nom, mais c'est plutôt une titulature en fait. Mais comme en fait les noms sont très très communs à travers l'histoire, hein, le fait qu'on ait un nom, un prénom, c'est quelque chose qui est assez récent en fait. Mais bon, on ne s'étalera pas là-dessus. On va parler donc de Rabban bar Shoma, qui est né aux alentours de 1225 et qui est mort en 1294. Alors, Rabban bar Shoma, c'est un Turc, enfin un Turcoman, un Ouïghour qui est donc né dans l'actuel Pékin, qui à l'époque s'appelle Kambalik, qui a été donc la capitale du grand Khan Kubilai, donc le troisième grand Khan mongol. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Mongols, c'est une société qui est polythéiste, paganiste, mais qui a une certaine, tolérance pour les autres religions, même pour les autres pour les monothéismes, tant que les personnes se soumettent d'une certaine manière à leur autorité. C'est une politique assez sage dans un empire aussi gros que celui des Mongols à l'époque. Hein? Exactement, et puis même c'est assez courant, parce qu'il faut rappeler que les Mongols, c'est des confédérations, hein, c'est différentes tribus plus ou moins grandes qui vont finir par fonder des royaumes et des ligues, et du coup, in fine, il y a une énorme diversité, même au sein des Mongols eux-mêmes. Donc, les Ouïghours et les Ongouts, qui sont deux donc populations turques, vont rejoindre l'administration mongole au moment de l'établissement de Kubilai. Et du coup, une partie de ces populations est chrétienne, qu'on dit ce qu'on appelle des nestoriens. Les nestoriens, ce sont des chrétiens orientaux, donc généralement, ils sont situés entre la Perse, l'Inde et la Chine. Hein, c'est extrêmement large comme territoire, les nestoriens, et ils se distinguent des autres chrétiens pas hors des questions de conception du corps du Christ. C'est ce qu'on appelle les duophysites, c'est-à-dire qu'ils considèrent que le Christ a une nature humaine et une nature divine qui est séparée. C'est des détails techniques, on va pas rentrer dedans. Il faut juste savoir que bon, c'est des chrétiens qui pensent pas exactement comme les autres chrétiens, mais comme des milliers de chrétiens à l'époque. Alors, pour Rabban bar Shoma, nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'il naît dans une famille plutôt donc de l'administration. Il fait des études dans sa jeunesse, il étudie les Saintes Écritures, il va même devenir prêtre dans l'église de la capitale, dans une des églises de la capitale Kambalik. Il faut savoir que les chrétiens sont absolument pas mal vus à l'époque chez les Mongols, notamment la mère de Kubilai était une nestorienne. Donc on voit que ça ne pose vraiment donc pas vraiment une tolérance, là, une acceptation. Une acceptation, oui. Alors, mais il va se passer quelque chose dans la vie de notre cher Rabban bar Shoma. C'est tout simplement, il va avoir une illumination aux alentours de la vingtaine. Il va littéralement voir Dieu, et donc il va décider en 1248 de se tonsurer, de divorcer de sa femme. Parce que je vous rappelle, on n'est pas chez les chrétiens d'Occident à tendance européenne. Donc c'est-à-dire que les prêtres ont le droit de se marier et d'avoir des enfants. Hein. Le célibat des prêtres, c'est quelque chose entre guillemets de récent à l'époque. C'est date des alentours de la réforme grégorienne. Donc entre le
autour du XIIe siècle. Donc ouais, ça fait à peine un siècle qu'en Occident les prêtres se marient plus, et lui il était marié, il se divorce, il se fait moine, et après 7 ans passés dans une cellule monastique, il passe le cap, il devient anachorète, c'est-à-dire moine ermite. Il va s'enfermer dans une caverne dans la montagne pour vivre une vie de méditation et de contemplation. C'est un chemin vraiment particulier qui l'amène à être finalement errant. Un peu. Oui, un peu errant, mais surtout il va... Au début, les anachorètes restent quand même dans un endroit assez clos, mais il va surtout avoir des disciples, en fait. Et un jour, un de ses disciples, Marcos, va le convaincre de partir en pèlerinage à Jérusalem. Et donc, ils vont partir tous les deux en 1278. Fièrement, ils vont traverser la Mongolie, le Tangout, le Kashgar, l'Azerbaïdjan, le nord de l'Iran pour atteindre Bagdad au sein d'un voyage extrêmement éprouvant. Tellement éprouvant qu'ils se diront qu'ils ne rentreront jamais en Chine. Et spoiler, ils ne rentreront jamais en Chine. Je peux bien imaginer, mais je me demande, est-ce qu'on sait à combien de temps ça dure, un voyage comme ça? Ça dure environ 1 année. Ça dépend en plus quand vous vous déplacez. Généralement, il y a des passages à pied, des passages à cheval, des passages en caravane. C'est des routes qui sont assez connues. C'est pas des choses qui sont totalement bloquées. Surtout qu'avec en plus les Mongols qui maintiennent ce qu'on appelle aujourd'hui la Pax Mongolica, c'est-à-dire une forme de paix sur les réseaux commerciaux, diplomatiques et les réseaux entre guillemets les routes. Et c'est assez facile de traverser dans le sens où vous ne risquez pas d'être trop agressé, attaqué. Par contre, c'est quand même long. Vous passez par des déserts, vous passez par des montagnes. Et donc, c'est une épreuve quand même. Entre les tempêtes, le manque de nourriture et le manque d'eau, ça peut être un peu compliqué. Un beau petit road trip. Oui, c'est ça. Sauf que le road trip, il tourne court parce que il y a encore une fois la guerre entre les Mongols et les Mamelouks. Les Mamelouks, à l'époque, c'est la dynastie régnante en Égypte et en Syrie. C'est, pour faire court, ceux qui ont succédé aux Ayyoubides, qui était la dynastie de Saladin, qui eux-mêmes avaient succédé aux Fatimides, qui eux étaient une des rares dynasties chiites vraiment régnantes en Égypte, même la seule qui a régné en Égypte, et ça posait des problèmes de concurrence avec la majorité sunnite tout autour, notamment les Seljoukides, mais ce sera sûrement une autre chronique de tout ça. Donc c'est disons un État musulman. Exactement, mené. Alors la spécificité des Mamelouks, c'est qu'en fait, ce sont des esclaves soldats convertis et du coup affranchis qui transmettent le pouvoir non pas dans leur famille, mais au sein de leur caste militaire. C'est-à-dire, un Mamelouk peut avoir des enfants, mais comme eux, ils sont nés libres, et dans la société musulmane, ils ne pourront pas hériter du pouvoir des Mamelouks. Donc ça donne plein de petits problèmes d'intrigues politiques plus ou moins compliquées, ce qui donnera une assez mauvaise réputation au système mamelouk dans l'histoire, tout simplement parce que c'est vu comme un espèce de coup d'État permanent, mais c'est beaucoup plus nuancé et subtil que ça, mais on en parlera une autre fois. Encore une fois. Parce il y a tellement de choses à dire sur le Moyen-Âge. Mais bon, retour à Rabban Bar Shoma, il va donc décider de s'installer dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Khanat de Perse, qui est dirigé à l'époque par Abaka, qui les reçoit plutôt bien. Ils se rendent auprès de ce qu'on appelle le Catholicos, donc le patriarche de l'église locale, et ils vont faire plusieurs missions diplomatiques pour ce dernier. Et en 1281, à la mort du Catholicos, Marcos est nommé lui-même Catholicos, donc chef de l'église nestorienne en Perse, et Rabban Bar Shoma, lui, est promu évêque. Et en 1287, l'Ilkhan Arghun, qui a pris le pouvoir à la mort de son père Abaka, après une petite transition un peu difficile qui a mené à des persécutions des Nestoriens. D'ailleurs, c'est une des choses qui a poussé à la nomination de Marcos et de Rabban, tout simplement parce que eux, venant de l'Empire mongol, venant de Chine, de la cour de Kobilai, d'une certaine manière, ils connaissent mieux les us et coutumes mongols, et donc ce sont des personnages mieux placés. Et l'Ilkhan, c'est comme un gouverneur un peu... C'est comme faut penser que les Mongols, c'est une confédération, donc il y a des sortes de principautés autonomes qui tendent vers le royaume. L'Ilkhan est le dirigeant, par contre, il a toujours au-dessus de lui le grand Khan. Bien sûr. Tant qu'il y aura un grand Khan qui finiront par disparaître assez rapidement après après le fils de Kubilai. Encore une fois, peut-être une autre chronique un jour sur les Mongols. Beaucoup de chroniques à faire sur l'histoire centra-asiatique. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est notre bon Rabban Bar Shoma, parce que il est donc envoyé sur recommandation de Marcos, qui s'appelle dorénavant Yabalaha III, en ambassade auprès du pape et des souverains francs pour proposer une alliance avec les Mongols pour prendre à revers les Mamelouks. Et donc, à l'époque,
les Occidentaux sont encore implantés, même s'ils perdent de plus en plus de territoire dans l'Anatolie actuelle et au Proche-Orient, c'est ce qu'on appelle les États latins d'Orient, qui sont en train peu à peu de se faire grignoter, et donc on pense qu'une alliance est possible pour prendre les Mamelouks en tenaille et s'en débarrasser. Alors, si in fine l'ambassade ne débouche sur pas grand-chose, va quand même avoir un récit de voyage que nous a laissé Rabban Bar Shoma. Bon, récit voyage connu en un seul exemplaire, découvert en 1886 dans l'Azerbaïdjan iranien, rédigé en persan. Vous doutez que c'est pas le document le plus diffusé dans l'histoire. Non, c'est ça. Mais c'est assez obscur. On y trouve des choses intéressantes. On a la description de la cour de l'empereur Andronique de Paléologue, l'empereur byzantin, des éléments sur le pape Nicolas IV, sur la cour de Philippe le Bel, le roi de France, sur la cour en Gascogne d'Édouard Ier d'Angleterre, et des éléments sur la façon dont fonctionnent les villes italiennes, notamment Naples et Gênes. J'imagine qu'il doit y avoir un choc culturel. Il y a un gros choc culturel. Par exemple, à Naples, il assiste à un conflit entre Charles II d'Anjou et le roi d'Aragon, et il s'étonne que les combattants n'attaquent que les soldats adverses. Il faut savoir que le style de guerre mongole a un peu plus tendance à attaquer les populations civiles pour des raisons que peut-être sur une chronique sur les Mongols, je développerai un peu plus. À Paris, Philippe le Bel lui fait visiter la basilique de Saint-Denis, la Sainte-Chapelle, et Rabban Bar Shoma, étonné par la présence, il dit lui-même, alors chiffre à prendre entre guillemets, mais qui colle à peu près avec les chiffres de l'époque, de 30 000 étudiants à Paris à cette époque. Et aussi, pour l'Italie, il note qu'il n'y a pas, entre Naples et Rome, qu'il n'y a point de région sans construction. Il faut rappeler que lui, même si là les villes sont extrêmement présentes en Asie centrale, c'est des villes qui sont extrêmement espacées, c'est une culture des steppes, c'est une culture des grands espaces, de la nomadisation, les Mongols, même s'ils se sont fondus dans une structure bureaucratique persane et chinoise qui est vraiment concentrée dans les villes, il y a quand même d'énormes espaces sans construction, et donc arriver dans l'Italie communale, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant pour Rabban Bar Shoma. À Gênes, notamment, il est aussi frappé que la ville est une république, au sens italien du terme, et où le peuple choisit à son gré son chef pour le gouverner. En 1288, il rentre à Tabriz et il meurt à Bagdad en 1294 sans jamais retourner en Chine. Ce qui est intéressant avec Rabban Bar Shoma, c'est qu'on a conservé encore aujourd'hui les 3 lettres qui ont été écrites pour le pape, Philippe le Bel et Édouard Ier d'Angleterre, qui sont des lettres donc rédigées en mongol avec un alphabet persan. Donc c'est pas très lisible à l'époque. Mais il y a bien sûr au sein de l'ambassade de Rabban Bar Shoma des interprètes qui connaissent le syriaque, le latin, et donc il y a eu des traductions. L'ambassade est plutôt bien accueillie parce que le pape autorisera Rabban Bar Shoma à célébrer des messes à Rome lui-même. Donc on voit qu'il a l'autorisation de pratiquer le culte pour les chrétiens d'Occident, et aussi il y aura... J'ai une petite question par rapport à ça. Le fait qu'il soit évêque, mais comme en Perse, est-ce que son titre était reconnu dans la chrétienté européenne, ou c'était vraiment plus Est-Orient, en fait? C'est reconnu dans le sens où la papauté sait qu'elle n'est pas la seule hiérarchie à l'époque. Il faut rappeler que l'Empire byzantin existe toujours, donc il y a toujours un empereur, il y a toujours une structure propre à ce qu'on va appeler l'orthodoxie, donc la chrétienté grecque est un peu étendue, et ils savent qu'il y a et puis même il y a aussi des évêchés orientaux où parfois la papauté elle-même va nommer des évêques. On a d'ailleurs des listes encore aujourd'hui dans pas mal de manuscrits de ces différents évêchés et des évêques qui ont pu s'y succéder. Un dernier petit mot que je trouve intéressant à propos donc de Rabban Bar Shoma et de son ambassade, c'est qu'il va discuter théologie, notamment à Rome, avec des catholiques, je les appelle catholiques un peu par abus de langage. Les catholiques n'existent pas vraiment à l'époque, c'est quelque chose... le mot existe, mais pas utilisé dans le sens où on l'utilise aujourd'hui. Mais il va discuter en fait avec des théologiens, on va dire latins, et dans ce qu'il est resté de son œuvre, il explique que les débats ont été plutôt intéressants. C'est 2 visions qui certes se sont éloignées, mais qui arrivent à communiquer, en fait. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, même si au final, elle n'a mené à rien, cette ambassade. Les États latins vont chuter quelques années plus tard. Il n'y aura pas de croisade contre les Mamelouks. Voilà, mais il y aura plein de projets de croisade contre les Mamelouks. Des beaux projets. Je crois pas que je l'ai déjà évoqué ici, mais mon sujet de thèse porte sur l'un, justement, de ces tout premiers projets de croisade proposés à la papauté, qui, très bizarrement, reprend un
arménien qui repropose cette alliance entre les Mongols et les Mamelouks, sachant que les choses ont un peu changé parce que le grand Khan mongol de l'époque de la région, lui s'est converti à l'islam à ce moment-là, mais il attaque quand même les Mamelouks, donc la chose est un peu mise sous le tapis dans le projet de croisade en disant bon, oui, il est à peu près converti, mais il y croit pas vraiment. Bref, on voit que c'est des considérations beaucoup plus parfois politiques que religieuses, plutôt que le politique et le religieux, c'est deux facettes d'une même médaille, et donc on peut transiger sur un point ou sur l'autre selon ce dont on a besoin. Super. Eh bien, merci, Elliot, parce que ça nous a vraiment fait voyager. On a appris toutes sortes de choses, puis visiblement, tu nous fais découvrir un espace sur lequel on a une soif de connaissances. Alors, tu reviendras nous en parler. C'est malheureusement ce qui va conclure notre émission d'aujourd'hui. Je tiens à remercier nos collaborateurs Joliette. Quel beau lapsus, hein? C'était un mix, en fait, de Joël et Elliot, hein? Et qui est aussi, peut-être, notre fidèle régisseur anonyme. Et aussi notre collaboratrice Marie-Pierre. Mais je tiens également à vous remercier, vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre présence bien ressentie. Pour nous écouter, branchez-vous sur choc.ca tous les vendredis à 16h ou écoutez-nous en direct sur notre page Facebook. Bien sûr, vous pouvez rattraper tous nos épisodes en balado-diffusion, soit sur le site de Choc, mais aussi sur toutes vos plateformes préférées. Donc, c'était Magali Lagumaltais à l'animation. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et prenez soin de vous. On vous revoit vendredi prochain.